Ça a commencé en tout cas au niveau du record. On va commencer par la première question. Pouvez-vous nous expliquer simplement en quoi consistait votre rôle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Bien sûr. Donc mon rôle et celui de mon équipe, c'était de pouvoir fournir les données à l'ensemble du comité et surtout au département opérationnel. Qu'est-ce que c'est les départements opérationnels dans un comité d'organisation? C'est tous les départements qui vont livrer des ressources, qui vont déployer des services en fait pendant les Jeux. Donc ça peut être du transport, de la sécurité, de la restauration. Donc le but, c'était de leur envoyer de la donnée et de leur fournir aussi les analyses qui vont avec la donnée pour mieux dimensionner leur opération et aussi les aider pendant la livraison pour faire le suivi et vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs ou de problématiques, de crises qui sont en train de venir. Quand on parle de données historiques, donc c'est des données chiffrées bien sûr. On va parler de données historiques issues des anciennes éditions des Jeux, des données aussi partagées avec le reste des autres directions qui en génèrent, soit des estimations, soit la billetterie. On pouvait parler aussi de la billetterie, combien de billets j'ai vendus sur tel site, sur telle session, quelle est la répartition de ma population en termes de nationalité. Est-ce que des personnes, si j'ai un match par exemple où j'ai vendu 80% à des Allemands, est-ce que ma consommation de bière risque d'être un peu plus forte et donc prévoir un petit peu plus de bière pour ce match-là pour éviter les ruptures de stock? Donc ça peut aussi être des informations des autres directions. Et la dernière partie, c'est les informations qui remontent du terrain pendant l'événement pour assurer que tout se passe bien et réagir de la bonne manière si jamais il y a une crise qui survient. Donc voilà un petit peu en deux mots ce qu'on faisait avec mon équipe. Avez-vous un exemple où vos outils ou vos analyses ont permis de résoudre un problème pendant Paris 2024? Oui, bien sûr. Donc, pendant les Jeux, on avait plusieurs remontées terrain qui nous ont permis justement de réagir face à des situations de crise ou de les anticiper. Un des exemples, il y avait une grande fan zone qui s'appelait Champions Park, qui était au Trocadéro, sur lequel en fait le public pouvait venir comme il voulait pour voir les champions qui avaient reçu une médaille la veille. Et on avait absolument besoin de faire un contrôle de la jauge de cette zone-là, parce que le parvis du Trocadéro ne peut pas accueillir plus de 13 000 personnes. Pour pouvoir faire ce contrôle de la jauge, mais laisser aux personnes venir sans forcément réserver avant, etc., on a mis en place des tapis connectés au sol. Et en fonction, si la personne marchait sur le tapis dans un sens ou dans un autre, on savait si elle rentrait ou elle sortait de la fan zone. Et en fait, grâce à ça, on a réussi à voir qu'on approchait justement ces 13 000 personnes, qu'on avait fixé un seuil à 10 500. On a envoyé en fait une communication au reste des spectateurs en disant « Le Champions Park est plein, ne venez pas au Trocadéro car vous ne pourrez pas rentrer ». Et ça nous a permis en fait d'éviter de devoir gérer des foules qui se massaient devant le Champions Park et qui ne pouvaient pas rentrer et créer des problèmes de sécurité. Donc ça, c'est un des exemples. Un autre exemple qu'on a fait aussi pendant les Jeux, c'est on monitorait les transactions sur chaque buvette spectateur. Donc sur tous les sites de compétition, il y avait des buvettes spectateurs. Donc à chaque fois qu'il y avait une transaction, elle remontait en fait dans notre système d'information. Et ça nous a permis, au milieu des Jeux, de se rendre compte qu'on était très loin du chiffre d'affaires qu'on estimait, donc assez bas, et de prendre la décision quelle action on peut essayer de mener pour augmenter les ventes en fait sur ces buvettes. Et l'action qui a été décidée, c'était de les ouvrir un peu plus tard. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a normalement une réglementation qui dit que 30 minutes avant la fin des épreuves, on doit absolument fermer les buvettes pour éviter justement des problèmes de sécurité, évacuer le stade le plus rapidement possible. On s'est rendu compte que nous, on était assez éloignés du chiffre d'affaires qu'on avait, donc on a négocié de pouvoir les ouvrir une demi-heure après la fin des épreuves sportives pour permettre aux gens à la sortie en fait de pouvoir consommer, prendre soin de boissons, etc. et essayer de rattraper le retard qu'on avait eu au début. Donc ça, c'est deux exemples de comment est-ce que la donnée qu'on récupérait sur le terrain nous permettait soit d'anticiper des crises, soit de réagir et de prendre des décisions par rapport à ça. Et ça a marché? Pour le chiffre d'affaires, on a réussi à rattraper un petit peu, pas au niveau des espérances, et pour le Trocadéro complètement, parce qu'il n'y a eu aucun mouvement de foule, il n'y a eu aucune problématique de gestion de foule, de sécurité qui s'est mis en place. Donc on considère que ça a plutôt bien marché. Super. Quelle leçon majeure avez-vous tiré du suivi en temps réel au Main Operating Center et comment cela a modifié la prise de décision pendant les Jeux? Alors, basé sur la donnée, en fait, le retour d'expérience majeur qu'on a eu, c'est que la plupart des décisions ne sont pas basées sur de la donnée. En fait, elles sont basées sur de la perception, sur du ressenti. C'est pas forcément de la faute de l'organisation, parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est un événement qui est temporaire, qui est éphémère. C'est très compliqué d'aller mettre en place tous les systèmes d'information et tous les systèmes de collecte de data pour un événement qui va durer 2 mois. C'est des investissements de millions d'euros, etc. Pour des crises qui potentiellement ne vont pas arriver, donc les questions se posent à chaque fois. La deuxième chose, c'est qu'on ne teste pas forcément toutes les opérations. Donc, par exemple, on avait un système de bus
qui était mis en place. C'est l'équivalent de la troisième plus grande ville française, et seulement pour nos populations accréditées, donc les athlètes, les journalistes, les médias en général, la workforce, etc. Ce système-là a eu quelques problèmes pendant les Jeux, il n'a pas très bien fonctionné. On se disait qu'il y avait un système d'information du côté de notre prestataire de bus qui allait nous permettre d'identifier quelles étaient les lignes les plus problématiques et tout. On s'est rendu compte que la qualité de la donnée elle était assez faible et qu'on n'était pas capable en fait de prendre la décision basée sur ça. Donc pour ces deux raisons, un, la qualité de la donnée quand il y a des systèmes d'information qui existent, qu'on n'avait pas testé jusqu'à présent, deux, des investissements qui sont compliqués à justifier. Malheureusement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de décisions qui sont basées plutôt sur la perception, sur du ressenti, et c'est ce qu'on essaie de changer justement avec tout le travail qu'on fait. Que vous a appris la mesure des foules avec des capteurs, notamment en matière de sécurité, confort et efficacité dans les lieux très fréquentés? C'est une super question et je pense qu'il y a deux populations à séparer. La première population, c'est le grand public, c'est les spectateurs, c'est ceux qui ont un billet et qui vont se déplacer, ou ça peut être aussi des fans qui vont dans des fan zones, etc. Et la deuxième population, c'est les accrédités. Pour le grand public, on n'a pas eu de grande surprise. Donc on a réussi à anticiper des mouvements de foule comme au Champions Park, comme aussi à la Villette. Il y avait une autre fan zone, une grande fan zone, le Club France à la Villette. Ça nous a permis d'anticiper, mais c'était plutôt des comportements auxquels on s'attendait. C'est-à-dire après la victoire d'un certain athlète, les athlètes français par exemple qui venaient, les nageurs avec Léon Marchand, forcément le Champions Park qui a été pris d'assaut, etc. Sur la partie plutôt accréditée, donc en fait juste pour donner du contexte, on gère 250 000 personnes accréditées à peu près pendant les Jeux. Donc il y a 250 000 athlètes, coachs, journalistes, personnes qui ont travaillé, soit des prestataires, soit du staff de Paris 2024, des volontaires, etc., à gérer en fait des guests, donc des personnes qui sont invitées par le CIO, à gérer pendant les Jeux. Et là, on a mis en place un système de capture d'affluence aussi sur des espaces clés, et ça nous a permis de comprendre des choses assez intéressantes. Première chose, c'est que tous les espaces sont surdimensionnés. Donc en fait, dans un site de compétition, on prévoit des espaces spécifiques pour chaque population. Donc il va y avoir un espace spécifique pour la presse, qu'on va appeler le Venue Media Center, qui est là pour permettre à la presse et aux médias de travailler en attendant que la session commence ou entre deux sessions, etc. C'est énorme. Au Stade de France, c'est un espace prévu pour 1000 personnes, par exemple. Donc c'est gigantesque. Il y en avait 6 différents, d'ailleurs, sur des étages différents, etc. Première chose qu'on s'est rendu compte, c'était que c'était surdimensionné. En fait, on les ouvre 3 heures avant le début des épreuves, on les ferme 4 heures après. Lorsque les sessions finissent tard, etc., plus personne ne retourne au VMC, donc est-ce que ça justifie vraiment qu'on les ferme aussi tard? Sur les pics d'affluence, on n'a jamais atteint la fréquentation qu'on espérait atteindre, etc. Et donc tous les services associés, la restauration, les transports et tout, tout est surdimensionné. Ça, c'est la première chose qu'on a réussi à sortir des capteurs qu'on a mis en place pendant les Jeux sur la mesure d'affluence. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on comprend très mal les drivers qui font qu'un journaliste va sur tel site plutôt que tel site. En fait, aujourd'hui, on voit des affluences sur certains matchs, sur certaines épreuves, etc. Mais on ne comprend pas trop la raison qui est derrière, ou en tout cas, aujourd'hui, dans la data qu'on a à disposition, c'est très difficile de comprendre justement ces drivers pour pouvoir faire des prédictions pour Los Angeles, par exemple, et leur dire, voilà, vous avez telle épreuve sur tel site, vous pouvez vous attendre à tant de journalistes. C'est des sujets sur lesquels on travaille actuellement pour essayer de faire de la prédiction là-dessus avec les systèmes IA qu'on a maintenant, etc. Mais malheureusement, la donnée n'est pas encore assez fiable pour le faire de manière qualitative. Quels enseignements tirés des Jeux précédents se sont révélés les plus utiles pour la planification opérationnelle à Paris, et comment l'Inde pourrait faire un benchmarking similaire? Peut-être aussi des compétitions sportives dans le vélo, dans le football, dans le basket, la Formule 1, sont-elles plus en avance que d'autres de ce point de vue? Oui, bien sûr. En fait, quand on livre les Jeux, on livre les compétitions, bien sûr, on doit gérer le grand public, etc. Ça, c'est la partie qui est visible par le monde entier. Mais comme je disais, on livre aussi des opérations pour 250 000 accrédités. Donc on livre des transports, on va livrer de la restauration, de l'hébergement pour certains d'entre eux, il y a un village olympique, etc. Et en fait, les informations les plus utiles qu'on a eues, c'est les informations sur justement cette gestion des accrédités. Quelles ressources il faut mettre en place pour être en capacité de répondre aux services sur lesquels on s'est engagé? Le nombre de bus qu'on doit déployer, le nombre de voitures, parce qu'il y a un système comme Uber qui leur était dédié, la restauration, la quantité de protéines qu'il faut prévoir au village pour les athlètes. Est-ce qu'ils mangent plutôt 1,2 kg de protéines par jour animales ou plutôt 2 kg?
Il y a eu un sujet sur cette thématique-là, etc. pendant les Jeux. Et donc ça, c'est des données qu'on a réussi à récupérer en partie de Tokyo. Sur l'édition de Tokyo, la problématique, c'est qu'il n'y avait pas de spectateurs et il y avait le contexte Covid qui faisait que 30% de la population n'est pas venue en fait pendant les Jeux. Donc, on a réussi à tirer des enseignements du coup par rapport au comportement de ces populations-là, qui était hyper important pour nous pour dimensionner, mais on n'a pas poussé l'exercice jusqu'au bout pour être en capacité de vraiment pouvoir ajuster au maximum ce qu'on aurait pu ajuster et dimensionner de manière efficace. Donc voilà, c'est un peu les thématiques principales qui ont été les plus utiles. Sur la deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres sports aujourd'hui qui ont une bonne pratique un peu sur ces thématiques-là? Les autres sports, ils sont très développés sur la partie performance sportive. Donc comment est-ce qu'on arrive à améliorer la performance sportive avec la donnée, éviter les blessures, etc. Le foot, par exemple, un super exemple là-dessus, ou détecter des talents. Et sur la partie fan engagement, donc comment est-ce qu'on arrive à engager le plus les fans? Le vélo, c'est un bon exemple. On va afficher les watts sur la montée de Pogacar en montrant du coup à quel pourcentage il était, à 80% de son énergie ou pas, etc. Ça engage les fans qui sont derrière leur écran. Et il y a beaucoup d'organisations qui sont très fortes là-dessus. Sur la question comment est-ce qu'on arrive à utiliser la donnée passée pour mieux préparer le futur, ça aujourd'hui on voit très peu d'organisations qui se posent vraiment la question d'utiliser cette information qu'ils ont à disposition et de ne pas la gâcher en fait. Donc pour répondre à la question, aujourd'hui on n'a pas identifié encore d'acteurs qui vraiment sortent du lot sur cette thématique-là, ou un sport particulier qui sort du lot. Après, il y a quand même des acteurs qui se posent beaucoup de questions. World Athletics, par exemple, a fait des projets data sur la gestion de leur stade pendant les championnats du monde, etc. Et comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser ça pour mieux remplir les tribunes et tout. La FIFA, là, il va y avoir la Coupe du Monde en 2026. Ils sont en train de se poser la question comment est-ce qu'on monitore ce qui se passe sur le terrain pour être capable de réagir, parce qu'en plus, c'est des fuseaux horaires différents, des distances qui sont énormes, etc. Donc on a besoin d'avoir de la donnée la plus fiable possible. Donc les organisations commencent à se poser ces questions, mais aujourd'hui, il n'y a pas de bon élève. Comment les outils de planification collaborative, par exemple les plateformes de cartographie ou les jumeaux numériques, ont-ils aidé à coordonner plusieurs services? On a déployé chez Paris 24 un outil qui était en effet un outil cartographique. En fait, la base de la planification des jeux se fait sur des plans. Donc pour chaque site de compétition, on a des plans d'architecte qui dit bah voilà, ici il va y avoir un espace pour la presse, ici il va y avoir un espace pour les athlètes, etc. Chacun valide que la taille de son espace, l'emplacement, les flux sont les bons et tout. Et une fois que tout le monde a validé, on commence soit à construire les sites qui ne sont pas construits, qui sont temporaires comme la Concorde, soit à les aménager. Nous, notre idée, c'était que ce travail-là, il est très centralisé côté architecte. Donc en fait, c'est un architecte qui écoute les besoins de tous les métiers et qui va prendre des notes et en fonction de ça, essayer de faire le Tetris sur les plans pour placer les besoins de chacun, etc. Et il y a tout un pan de ce travail-là que l'architecte ne peut pas faire. Par exemple, on a un exercice qui s'appelle le dot planning, donc positionner les ressources humaines sur les plans pour savoir si on peut trouver des optimisations. Si par exemple j'ai une personne de transport à côté d'une personne d'arrivée et départ sur le site, est-ce que je ne peux pas juste avoir une seule personne qui a les deux casquettes et qui permettrait de réduire du coup le nombre de ressources? Ça, historiquement, du coup, ce que les gens font, c'est qu'ils impriment les plans des architectes en A3 et ils mettent des petits points sur la carte pour voir un peu s'il y a des optimisations ou pas. L'idée, du coup, c'était de pouvoir prendre ces plans-là qui étaient à disposition et de les mettre à la main de tout le monde et que tout le monde puisse planifier sur la base de ces informations de manière collaborative. Et donc, du coup, cette plateforme-là, la base, c'était les plans, mais derrière, chaque département avait la capacité de créer sa propre couche pour mettre ses propres informations. Et donc, du coup, de voir les possibles synergies entre chacun, les possibles optimisations qui étaient faisables. Un exemple concret, on avait l'équipe accréditation qui définissait les zones accréditées. Pour rentrer dans cette pièce-là, il faut que sur mon accréditation, j'ai le privilège bleu. Mais du coup, si jamais cette zone-là est délimitée pour avoir privilège bleu, il faut que je mette un agent de sécurité devant. Et donc du coup, accréditation délimitait les zones et l'envoyait à sécurité qui, lui, est en capacité de voir, ok, là, il y a un point d'intersection entre deux zones, je vais pouvoir placer un agent. Et en fait, ça leur a permis de travailler de manière collaborative et digitale, ce qui était avant fait sur papier ou juste en discussion.
Donc c'est ce qu'on a mis en place. Et la question qu'il y avait, c'est quand on déploie ce type d'outil, quel changement d'organisation il faut mettre en place pour que ça fonctionne correctement. Et le changement d'organisation, en fait, c'est que donc, tout était centralisé côté architecte, parce que c'était eux qui récoltaient les besoins, et c'était eux qui faisaient ce Tetris pour essayer de répondre au maximum aux besoins, etc. Là, on a essayé que la responsabilité elle soit plutôt côté, on appelle ça, c'est le patron du site. Donc c'est la personne qui va vraiment être event manager ou venue manager, qui va s'assurer que tout fonctionne sur son site, soit en planification et en livraison. Et donc du coup, en fait, ce changement de responsabilité, ça nous a permis que ce venue manager, il prenne vraiment la responsabilité de tous les départements qui avaient un impact en fait sur son site pour leur dire, voilà, il y a un outil qui est à disposition. Moi, je veux que vous collaboriez sur cet outil-là. Donc plutôt que d'aller voir l'architecte et de lui dire, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, en fait, là, vous voyez la réalité de ce que vous pouvez avoir ou pas. Donc essayez de travailler de manière intelligente et pour pas que la responsabilité soit portée sur l'architecte. Donc ça, c'est des changements d'organisation qu'on a commencé à apporter. Après, pour être honnête, on va dire 3 ans, parce que ce projet-là a duré 3 ans, c'est assez compliqué de faire bouger une organisation sur ces thématiques-là. Donc on a initié, on a planté des graines dans le cerveau des personnes qui étaient chez Paris 24, du CIO, sur ce qu'on pouvait faire avec ce changement d'organisation. On a montré la valeur avec des sites un peu pilotes, tests, etc. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur les prochaines éditions. Et j'espère qu'on ira plus loin sur les prochaines éditions. Vous parlez des prochaines éditions en matière de transfert de connaissances, documents, visites, bases de données. Quelles méthodes sont révélées peut-être les plus efficaces pour les futurs organisateurs? Et est-ce que les évolutions technologiques très récentes, notamment celles liées à l'intelligence artificielle, bousculent fondamentalement la donne sur ce qui peut être fait? C'est une très bonne question. Je suis partisan de la donnée. J'ai toujours travaillé dans ce secteur-là, de la donnée, etc. Ma réponse, elle va être un peu différente que la donnée. On s'est rendu compte que ce qui est le plus efficace, et on s'est rendu compte avec nos équipes aussi quand on les a envoyées, c'est d'observer. C'est en fait d'expérimenter, d'avoir vraiment une expérience en physique d'un événement sportif, pouvoir voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça implique, pouvoir poser des questions aux personnes qui s'en occupent, etc. Avoir cet échange humain et pouvoir aussi recontacter la personne après si jamais on a des questions, etc. Aujourd'hui, en termes de transfert de connaissances, c'est ce qui marche le mieux. La problématique sur ce type de transfert de connaissances, c'est qu'on ne peut pas envoyer 4500 personnes aller observer, parce qu'on était 4500 chez Paris 24, aller observer un événement partout dans le monde en termes budgétaires, écologiques, etc. Logistique, c'est juste impossible. Donc en fait, les documents et la donnée viennent appuyer cette observation pour permettre aux personnes qui observaient, qui sont plutôt des managers ou vraiment exécutifs, de pouvoir après dire à leur équipe, j'ai vu ça, vous devriez aller un peu plus loin en étudiant cette information. Sur la partie IA, bien sûr que ça change l'accès à l'information. Une des plus grosses problématiques, c'est le CIO fait un énorme travail sur le transfert de connaissances. Donc ils accumulent des milliers de documents après chaque édition. Chez Paris 24, on a envoyé 50 millions de data, de records après les jeux pour leur permettre de justement faire des analyses, etc. L'accès à l'information quand on est un comité d'organisation est très compliqué parce qu'en fait toutes ces informations-là, basiquement, elles étaient stockées sur un SharePoint. Et donc pour rechercher une information, il faut utiliser le moteur de recherche de SharePoint qui est ce qu'il est. Donc le CIO, ça l'a compris et aujourd'hui utilise les LLM, la GenAI, etc. pour être en capacité de révolutionner la manière dont Information Retrieval. Comment est-ce qu'on arrive à aller récupérer de l'information de manière efficace et aussi avoir potentiellement un agent qui peut commencer à générer des documents en disant voilà, je travaille sur ce projet-là en t'inspirant de telle et telle édition, est-ce que tu peux commencer à me drafter mon document. Donc ça, le CIO en a conscience, ils ont commencé des initiatives sur le sujet qui sont assez prometteuses et donc je pense que Los Angeles, ça risque d'être trop tôt, mais Brisbane aura accès à des outils qui seront beaucoup plus performants. Juste une minute.